Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Nous démarrons bien sûr avec un aperçu de ce dont nous allons parler dans cette édition. La Côte d'Ivoire accueille un séminaire régional sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie. L'Éthiopie entend élargir son réseau routier. Objectif visé, 200 000 km d'ici à 2020. Et puis, 350 entreprises sont exclues des marchés publics au Kenya pour raison de fraude. Demain jeudi, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire organise à Abidjan, en partenariat avec le World Economic Forum, un séminaire régional sur la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Ce sera l'occasion pour les acteurs publics et privés invités d'échanger sur les réformes mises en œuvre par les gouvernements en vue d'améliorer l'environnement des affaires dans la sous-région ouest-africaine. Il faut dire que ces échanges porteront entre autres sur des thématiques telles que l'institution, les infrastructures et l'intégration régionale, la productivité agricole, la jeunesse et le développement des compétences. L'agence de notation financière Fitch Ratings a dégradé la perspective de la note souveraine de la Tunisie de stable à négative. Cette note résulte des pressions exercées sur les finances extérieures du pays et la faible dynamique de réforme économique enregistrée. La perspective de la note souveraine de la Tunisie passe désormais de stable à négative. Ainsi en a décidé l'agence de notation financière Fitch Ratings. À l'origine de cette dégradation, les pressions sur les finances extérieures et la faible dynamique de réformes économiques enregistrées dans le pays. Fitch Ratings maintient cependant la note attribuée aux émissions à long terme en devises étrangères de la Tunisie à B+. Une note qui reflète, selon l'agence de notation, une dette publique et extérieure élevée et croissante, de larges déficits jumeaux, une croissance économique modérée et une dynamique de réforme peu vigoureuse, dans un contexte de tensions sociales et politiques. Au dire de Fitch Ratings, la lenteur des réformes fiscales largement impopulaires et les hausses persistantes de salaires sont de nature à maintenir le décalage déjà important entre épargne et investissement. Le rebond des cours du pétrole et le resserrement des conditions de financement en dollars américains sur les marchés internationaux augmentent les risques de dégradation des finances publiques et extérieures de la Tunisie par ailleurs. La révision de la perspective à négative reflète les pressions accrues sur les finances extérieures et la grande incertitude entourant la capacité du gouvernement à faire avancer les politiques requises pour réduire les déséquilibres macroéconomiques. En ce qui concerne les transferts budgétaires destinés à combler le déficit de liquidité des caisses sociales, ils vont se poursuivre en raison du retard qu'accuse la réforme des retraites. Conséquence, le déficit courant passera de 6% du PIB en 2017 à 5,6% en 2018, contre une prévision budgétaire de 4,5%. Pour sa part, la dette publique devrait progresser à un rythme plus lent que les années précédentes, atteignant 75% du PIB en 2019. Fitch Ratings table sur une croissance du PIB de 2,7% en moyenne par an en 2018 et en 2019, contre une moyenne de 1,5% durant la période 2016-2017. D'ici à 2020, l'Éthiopie entend élargir son réseau routier à 200 000 km. Ceci dans le cadre d'un nouveau programme de développement du réseau routier qui couvre actuellement 121 171 km. Ces dernières années déjà, le pays a multiplié les investissements dans les infrastructures afin de doper son économie à travers les secteurs du commerce et du transport. Ainsi, la couverture routière de l'Éthiopie a été
multiplié par 6 durant ces 27 dernières années, passant de 19 000 km en 1991 à 121 171 km en 2018. Pour rappel, le pays a inauguré en janvier 2018 l'une de ses plus importantes infrastructures routières, à savoir la ligne ferroviaire électrifiée qui relie le pays à Djibouti sur 756 km pour un coût total de 4 milliards de dollars. Au Kenya, la lutte contre la fraude s'intensifie. 350 entreprises viennent de se voir exclues des marchés publics énergétiques. Il leur est reproché d'user de fraude. La Kenya Power Lighting Company mène la vie dure aux entreprises non qualifiées pour les marchés énergétiques au Kenya. Suite à un audit interne, 350 entreprises sur les 500 qui animent le secteur énergétique kényan sont désormais interdites de participer au marché public énergétique. En effet, ces entreprises qui ne remplissent pas les critères de préqualification obtenaient des contrats pour l'exécution de marchés grâce à des procédés frauduleux. Ce qui leur vaut désormais de ne plus participer aux appels à concurrence ni de la Kenya Power Lighting Company ni du ministère de l'Énergie. Leur mise à l'écart s'étend d'ailleurs à l'ensemble des procédures d'acquisition du gouvernement kényan. Ainsi, la liste des entreprises épinglées sera publiée dans les autres départements ministériels et elles seront suspendues des projets sur lesquels elles collaborent déjà, que ce soit dans le domaine de l'électrification rurale ou de la construction de routes. En dehors des entreprises frauduleuses, la Kenya Power Lighting Company a également procédé au licenciement de 18 de ses employés qui copossédaient certaines de ces entreprises avec leurs proches. Les enquêtes se poursuivent toujours sur le dossier et le procureur a accordé 21 jours à l'inspecteur général de la police pour lui faire parvenir ses conclusions. Intéressons-nous maintenant à l'excédent mondial de café qui pourrait s'établir à 3,8 millions de sacs en 2018-2019, soit 600 000 sacs de plus que les estimations de mars 2018. Selon les analyses de Rabobank, l'Arabica va enregistrer un surplus de 3,3 millions de sacs, tandis que le Robusta connaîtra un excédent de 500 000 sacs. Malgré ce trop-plein du marché, les conditions météorologiques défavorables qui prévalent notamment au Brésil pourraient compromettre la production et renforcer la volatilité des cours mondiaux du café. Précisons que le déficit mondial devrait se chiffrer à 3,6 millions de sacs en 2017-2018. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième partie, c'est le débat du jour et nous retrouvons donc dans un instant Casimir Kouedia, notre chroniqueur. Bienvenue à vous, Casimir Kouedia. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la centrale de Caleta qui va alimenter 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien ça Inès, il faut dire que le projet de construction de la centrale de Caleta en Guinée-Conakry a déjà vu le jour en 2015. Aujourd'hui, il s'agit donc de faire l'interconnexion entre ce pays, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Gambie et bien évidemment la Guinée-Bissau pour permettre donc à ces 3 voisins de pouvoir bénéficier de l'énergie électrique et ceci dans le cadre de la coopération entre ces 3 pays et soutenue donc par les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement. Alors, quelle va être la clé de répartition ? On annonce 20% donc de la production qui sera donc destinée à fournir de l'énergie électrique au Sénégal, 6% pour la Guinée-Bissau et 4% pour la Gambie, soit un total de 30% de la production qui donc seront répartis au niveau de la sous-région. Le pays producteur donc de cette énergie pour un total de 240 MW bénéficiera des 10 autres
donc de la production, ce qui donc permettra à ces 4 pays de pouvoir faire face au déficit d'énergie dans leurs pays respectifs, notamment dans les grandes villes de ces pays tels que Dakar, Thiès et bien d'autres. Il faut également préciser qu'au-delà donc de la centrale de Caleta, les 4 pays bénéficieront également de la centrale hydroélectrique de Soapi, toujours en Guinée-Conakry, et donc le pays du professeur Alpha Condé est donc décidé à accompagner les 3 autres pays de la sous-région en ce qui concerne la production de l'énergie électrique pour pouvoir permettre l'intégration économique au niveau des petites et moyennes entreprises, mais aussi au niveau des petites et moyennes industries. Et au-delà de tout ça, c'est les villes, enfin les grandes capitales donc, du continent qui seront illuminées grâce donc, à ce bon voisinage entre la Guinée-Conakry et ses voisins. Justement, est-ce que ceci va permettre à ces pays-là de résoudre une fois pour toutes leurs problèmes au plan énergétique ? Ce n'est pas évident lorsqu'on prend le cas, par exemple, du Sénégal, où le déficit en termes donc, d'énergie aujourd'hui tourne autour de 35 à 45% selon donc, les périodes que traverse le pays. Il faut déjà dire que le Sénégal aujourd'hui, notamment la ville de Dakar, certains quartiers de la ville donc, de Dakar sont plongés dans le noir environ 3 mois au cours de l'année. Et donc, c'est un véritable problème au niveau du Sénégal de trouver un fournisseur d'énergie pour pouvoir compenser. Le Sénégal a en effet en 2015 fait appel au richissime homme d'affaires du continent Aligo Dangote qui déjà a compensé une partie donc, du déficit énergétique, soit 12 mégawatts qui proviennent donc de surplus des industries de l'opérateur économique Dangote. Le Sénégal également est en coopération avec le Mali et la Mauritanie en ce qui concerne le raccordement de l'énergie à travers donc la fourniture, la production à grande échelle. Il faut pour finir dire que le Sénégal a toujours des problèmes d'énergie en ce qui concerne la production interne qui aujourd'hui n'arrive pas à satisfaire les 20% du besoin au niveau du pays. La Gambie, aujourd'hui, le déficit en énergie tourne autour de 40% selon donc, les statistiques au niveau du pays. Quant au Guinée-Bissau, le déficit également est de l'ordre de 66%. Donc, c'est des pays qui sont dépendants donc, de la coopération entre les voisins. Au-delà de ça, il faut également dire qu'en Afrique, le véritable problème qui mine le développement économique reste et demeure encore la question de l'énergie et beaucoup de partenaires mettent la main à la poche pour pouvoir accompagner ces pays afin que véritablement l'énergie électrique soit la chose la mieux partagée. Est-ce qu'on pourrait dire, Kazmi Pedjo, que le barrage de Caleta est un modèle de réussite ou c'est juste une opportunité économique pour la Guinée-Conakry ? C'est déjà parti d'une opportunité économique car les 30% donc, à partager entre les 3 pays ne sont pas un cadeau donc, du président Alpha Condé. La facture sera payée. Donc, c'est une opportunité. Mais au-delà de ça, c'est une réussite en termes donc d'intégration sous-régionale. On qualifie déjà lors de l'inauguration les discours prononcés donc, par la Banque africaine de développement qui, il faut le dire, a participé à la construction de ce barrage. Et au total, le barrage a coûté environ 410 milliards de francs CFA, ce qui aujourd'hui montre l'envie du président Alpha Condé de pouvoir faire face donc, à cette envie des pays de la sous-région de véritablement disposer d'énergie électrique pour faire face à leur politique. Et donc, on peut le dire ainsi, la BAD pourra donc multiplier ces exemples de bonne coopération pour véritablement faire face à la question de l'énergie. Merci beaucoup. Merci, Kazmi Pedjo, pour toutes ces explications. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je dis merci de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve vendredi prochain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. À vendredi.